Un millionnaire voit 3 jeunes garçons pauvres et géniaux apprendre à sa fille handicapée non-verbale à parler et change leur vie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard Coleman se tenait immobile à la fenêtre de son manoir de Beacon Hill, observant un énième spécialiste sortir de la chambre de sa fille avec la même expression défaite. La silhouette de Boston scintillait sur le ciel du soir, contrastant cruellement avec la lourde obscurité qui s'était installée dans son cœur. Monsieur Coleman, la voix du médecin était douce mais ferme, je crains que nous ne soyons toujours pas en mesure de déterminer ce qui cause la régression d'Olivia. Les doigts de Richard se resserrèrent sur le rapport médical jusqu'à ce que le papier coûteux se froisse sous sa poigne. Sa fille, son miracle de 7 ans, avait cessé de répondre à toute stimulation 3 semaines auparavant. Aucun contact visuel, aucune interaction, rien qu'un vide obsédant dans des yeux qui scintillaient autrefois d'une intelligence discrète. « C'est inacceptable, dit-il, la voix basse et contrôlée malgré la tempête qui faisait rage en lui. À 48 ans, Richard avait bâti un empire technologique à partir de rien. Il n'était pas habitué aux problèmes qu'il ne pouvait résoudre avec de l'argent ou de l'influence. J'ai fait venir des spécialistes du monde entier, quelqu'un doit bien avoir une réponse. Le neurologue se tortilla mal à l'aise. Monsieur Coleman, l'état d'Olivia était déjà complexe. Cette régression soudaine est déconcertante, mais parfois, avec des troubles neurologiques rares. Je ne vous paie pas pour des parfois, docteur, le coupa Richard en se tournant pour faire face pleinement à l'homme. Je vous paie pour des solutions. Après le départ du médecin, Richard entra dans la chambre d'Olivia. L'espace ressemblait plus à une suite d'hôpital qu'à une chambre de petite fille. Des équipements médicaux bourdonnaient doucement, des moniteurs suivaient les signes vitaux, une rotation d'infirmières maintenait une veille constante. Au centre de tout cela, Olivia était assise, calée contre des oreillers, ses cheveux dorés soigneusement brossés, vêtue de sa robe bleue préférée. Ses yeux fixaient le vide. « Ma chérie » murmura Richard en prenant sa petite main dans la sienne. « Papa est là. » Aucune réponse, pas même un frémissement de reconnaissance. Son esprit revint à ce jour à Boston Common, 2 semaines plus tôt. Il observait Olivia de loin alors qu'elle était assise avec sa gardienne sur un banc du parc. Il le faisait souvent, observant sa fille dans des moments où elle ne savait pas qu'il était là, espérant surprendre des lueurs de joie ou de progrès. C'est alors qu'il les avait vus approcher, 3 garçons dépenaillés. Le plus âgé ne pouvait avoir plus de 9 ans, avec l'attitude déterminée de quelqu'un habitué à protéger les plus jeunes. Celui du milieu portait un sac à dos en lambeaux, tandis que le plus petit, âgé peut-être de 5 ans, serrait un jouet usé. Richard avait d'abord regardé, figé d'inquiétude, alors qu'il s'approchait d'Olivia pendant que sa gardienne était distraite par son téléphone. Mais au lieu du harcèlement qu'il redoutait, quelque chose de miraculeux s'était produit. Le plus âgé avait fait des grimaces qui avaient arraché l'ombre d'un sourire à Olivia. Celui du milieu avait sorti des cartes artisanales de son sac à dos, et le plus petit avait doucement pris la main d'Olivia. Pendant un instant, un précieux et fugace instant, sa fille avait ouvert la bouche, tentant d'imiter les sons que le plus petit garçon émettait. Le souvenir lui serra le cœur comme un étau, car qu'avait-il fait? Il s'était précipité, bousculant brutalement les enfants, renvoyant la gardienne sur le champ et ramenant Olivia à la maison, l'éloignant de la première véritable connexion qu'elle avait établie depuis des mois. Une femme âgée s'était hâtée vers eux, défendant les garçons, ses petits-fils apparemment, mais Richard l'avait congédiée avec le même mépris qu'il réservait à quiconque il jugeait indigne de son attention. Maintenant, alors que les machines émettaient des bips réguliers dans la pièce silencieuse, Richard Coleman fut confronté à la terrifiante possibilité que, dans sa tentative désespérée de protéger sa fille, il ait pu anéantir sa seule chance de briser son silence. « Je suis désolé, Olivia, » murmura-t-il, une larme coulant sur sa joue. Papa a fait une terrible erreur. 2 semaines plus tôt, Richard se tenait caché derrière un chêne massif à Boston Common, observant sa fille de loin. C'était devenu sa routine, observer Olivia quand elle pensait que personne ne la regardait, espérant assister à une percée dans son monde silencieux. Olivia était assise sur un banc pendant que sa gardienne, Jessica, faisait défiler son téléphone. Richard fronça les sourcils, il payait grassement cette femme pour qu'elle accorde à sa fille toute son attention. Son irritation se mua en alarme lorsqu'il aperçut 3 garçons débraillés s'approcher. Le plus âgé, maigre avec des yeux déterminés, paraissait avoir environ 9 ans. Celui du milieu, environ 7 ans, serrait un sac à dos en lambeaux. Le plus petit ne pouvait avoir plus de 5 ans, avec des vêtements trop grands et une tignasse de cheveux indisciplinés. Richard se tendit,
prêt à intervenir, mais ce qui suivit le glaça sur place. L'aîné des garçons, Tyler, commença à faire des grimaces élaborées. Richard observa, incrédule, les lèvres d'Olivia s'étirer vers le haut en l'ombre d'un sourire. Le garçon du milieu, Lucas, s'agenouilla devant elle, sortant des cartes artisanales de son sac à dos. Chaque carte comportait des dessins simples associés à des mots, heureux, triste, bonjour. C'est moi qui les ai faites, expliqua fièrement Lucas, pour mon frère Mason, quand il ne parlait pas bien. Le plus jeune garçon, Mason, s'approcha prudemment d'Olivia, avec une douceur qui semblait dépasser son âge. Il prit sa main dans ses minuscules doigts. Comme ça, murmura-t-il en émettant des sons doux qui semblaient faire partie d'un langage privé. Miracle des miracles, Olivia ouvrit la bouche, tentant d'imiter les sons que Mason produisait. Quelque chose craqua en Richard. Il jaillit de sa cachette, se précipitant vers les enfants. « Éloignez-vous d'elle !» cria-t-il en repoussant brutalement Tyler. « Jessica, vous êtes renvoyée. Faites vos affaires immédiatement. » Alors qu'il agrippait le bras d'Olivia pour l'entraîner, une femme âgée se précipita vers eux, le visage empourpré d'indignation. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» demanda-t-elle. « Ce sont mes petits-fils. » « Vos petits-fils devraient être à l'école, pas harceler des enfants vulnérables, » cracha Richard. « Tenez-les éloignés de ma fille. » La femme, Martha, tint bon. « Ils étaient seulement gentils, quelque chose que vous pourriez apprendre. » « Je n'ai pas besoin de conseils parentaux de la part de quelqu'un qui laisse des enfants courir à volo, » rétorqua Richard, la voix dégoulinante de dédain. « Viens, Olivia, nous partons. » En entraînant Olivia, il ne remarqua pas qu'elle regardait par-dessus son épaule, ses yeux suivant les trois garçons avec une expression de regret. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose s'était éveillé en elle. Une connexion. Et il l'avait sectionnée instantanément. Martha les regarda s'éloigner, son visage buriné triste mais résolu. « Venez les garçons, dit-elle doucement. Certaines personnes ne voient pas au-delà des apparences. » Tyler prit les mains de ses frères. « Mais la fille qui ne parle pas était contente avec nous, grand-mère. »« Je sais, mon enfant, soupira Martha. Je sais. » Ni Richard ni Martha ne réalisaient alors à quel point leur vie allait bientôt s'entremêler, ni comment ces trois petits garçons allaient tout changer pour le millionnaire solitaire et sa fille silencieuse. Les jours qui suivirent l'incident du parc devinrent de plus en plus tortueux pour Richard. Chaque matin, il entrait dans la chambre d'Olivia avec un optimisme forcé, pour être accueilli par le même regard vide. Elle refusait de manger, évitait le contact visuel et semblait s'être complètement retirée dans son monde intérieur. Monsieur Coleman, dit prudemment le docteur Sarah Reynolds, ses yeux expérimentés étudiant Olivia alors que l'enfant était assise, immobile, sur son lit. Est-ce que quelque chose de traumatisant s'est produit récemment? Des changements dans sa routine ou son environnement? Richard écarta la question d'un geste de la main. Rien d'anormal, juste les rendez-vous et thérapies habituelles. Il omit commodément l'incident du parc. Quelque chose à ce sujet le mettait mal à l'aise. Peut-être le souvenir de son propre comportement, ou le fait indéniable qu'Olivia avait réagi à ses enfants d'une manière dont elle n'avait pas réagi avec les spécialistes coûteux qui l'engageaient. « Je vais augmenter son programme de thérapie », déclara Richard en sortant son téléphone. « Et j'ai commandé ce nouvel équipement de réponse neurale de Suisse. Il sera là d'ici mercredi. » Le docteur Reynolds soupira. « Monsieur Coleman, plus n'est pas toujours mieux. Olivia a besoin de constance et de connexion émotionnelle, pas seulement d'intervention médicale. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, je crois aux solutions réelles et tangibles, pas aux théories qui font du bien. » Son ton ne laissait aucune place au débat. Après le départ du médecin, Richard se retira dans son bureau personnel, s'entourant de revues médicales et de documents de recherche. Il passa des appels à des spécialistes du monde entier, offrant des sommes d'argent obscènes pour des consultations. Ses cadres dirigeants reçurent l'ordre de gérer les opérations sans lui. Olivia était désormais sa seule priorité. Walter, son chauffeur de longue date, observait cette frénésie avec une inquiétude croissante. Ayant servi la famille Coleman pendant plus de 20 ans, il avait été témoin de la transformation de Richard, d'un jeune entrepreneur ambitieux à l'homme d'affaires froid et calculateur qu'il était devenu. Mais sous cette carapace endurcie, Walter entrevoyait autre chose. L'amour désespéré d'un père qui ne savait pas comment atteindre son enfant. Tard un soir, Walter livrait du café frais au bureau de Richard lorsqu'il trouva son employeur fixant le mur d'un regard vide, des rapports médicaux éparpillés sur son bureau. « Rien ne fonctionne », murmura Richard,
plus pour lui-même que pour Walter. J'ai engagé les meilleurs esprits de la médecine. J'ai jeté des millions dans ce problème. Pourquoi ne puis-je pas la guérir? Walter hésita, puis posa délicatement la tasse de café. Peut-être, monsieur, que certaines choses ne sont pas destinées à être guéries, mais comprises. Richard leva brusquement les yeux. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Simplement que, peut-être, mademoiselle Olivia a besoin de quelque chose de différent de ce que la médecine peut offrir. Pendant un bref instant, la façade soigneusement construite de Richard se fissura, révélant le père terrifié en dessous. Et si je la perdais, Walter? Et si elle ne me revenait jamais? Walter hocha la tête solennellement, comprenant la peur inexprimée. Parfois, monsieur, les réponses viennent d'endroits inattendus. Aucun des deux n'exprima la vérité évidente qui flottait dans l'air, que Richard Coleman, malgré toute sa richesse et son pouvoir, pourrait être complètement impuissant à sauver la seule personne qui comptait le plus pour lui. Walter se tenait devant la porte du bureau de Richard, la main prête à frapper, son visage buriné reflétant un conflit intérieur. Après 20 ans de service, il connaissait sa place, et offrir des conseils non sollicités à Richard Coleman dépassait certainement ses attributions. Mais l'image de la petite Olivia dépérissant dans sa chambre le poussa à agir. 3 coups légers. Entrez, répondit la voix lasse de Richard. Walter trouva son employeur voûté sur son ordinateur portable, entouré de rapports médicaux et de tasses de café vides. Des cernes sombres marquaient ses yeux, son apparence habituellement impeccable était maintenant négligée. « Monsieur, j'ai apporté votre repas du soir, » dit Walter en posant le plateau. Puis, rassemblant son courage, « Si je pouvais avoir un mot. » Richard leva les yeux, impatient. « Qu'y a-t-il ? » ?»« C'est à propos de mademoiselle Olivia, monsieur. » Walter s'éclaircit la gorge. « Je pensais à ce qui s'est passé au parc. » Richard se raidit. « Et alors ? » ?»« Ces enfants, monsieur. Je n'ai jamais vu mademoiselle Olivia réagir à quelqu'un comme elle l'a fait avec eux. » Walter hésita, puis continua. « Peut-être pourraient-ils aider. » Le rire de Richard fut creux. « Faire entrer des enfants des rues dans ma maison? Êtes-vous fou, Walter? Ce n'étaient pas n'importe quels enfants, monsieur. Ils ont connecté avec elle, d'une manière ou d'une autre. Le plus petit, surtout. Assez. » Richard frappa la main sur le bureau. « J'ai consulté les meilleurs neurologues du monde. Je n'ai pas besoin des conseils de mon chauffeur pour faire entrer des enfants vagabonds dans la vie de ma fille. » Walter hocha la tête avec raideur. « Bien sûr, monsieur. Pardonnez l'intrusion. » Alors que la porte se refermait derrière Walter, Richard enfouit son visage dans ses mains. La suggestion était absurde, irrationnelle, indigne d'être considérée. Et pourtant, cette nuit-là, Richard était assis près du lit d'Olivia, tenant sa main inerte, cherchant désespérément le moindre signe de conscience dans ses yeux vides. « Ma chérie, s'il te plaît, murmura-t-il. Reviens-moi. » Aucune réponse, pas même un frémissement. Contre sa volonté, l'esprit de Richard retourna à la scène du parc, au moment où Olivia avait ouvert la bouche, tentant d'imiter les sons que le petit garçon avait émis. Pendant un bref et lumineux instant, elle s'était connectée au monde, avec 3 enfants dépenaillés qui avaient accompli en quelques minutes ce que des équipes de spécialistes n'avaient pas réussi à faire en des années. Richard ferma les yeux, le poids de son orgueil luttant contre son désespoir. Qu'est-ce qui était le plus important, sa réputation ou le bien-être de sa fille? L'aube le trouva toujours assis près du chevet d'Olivia, ayant pris la décision la plus difficile de sa vie. Quand Walter arriva avec le petit déjeuner, Richard ne leva pas les yeux. « Trouvez-les, dit-il doucement. »« Monsieur ? » ?»« Les enfants du parc. Leur grand-mère. Trouvez-les et amenez-les ici. » Richard tourna enfin les yeux, rougi mais déterminé. « Quoi qu'il en coûte. » Walter ne put dissimuler sa surprise ni son soulagement. « Oui, monsieur. Tout de suite. » Tandis que Walter se hâtait de sortir, Richard regarda sa fille. « J'espère que je ne fais pas une autre terrible erreur, » murmura-t-il. « Mais je ferai n'importe quoi pour toi, Olivia. N'importe quoi. » Walter passa les 3 jours suivants à ratisser méthodiquement Boston à la recherche du moindre signe des 3 garçons et de leur grand-mère. Il commença par Boston Common, interrogeant les vendeurs et les habitués, avant d'étendre ses recherches aux quartiers voisins. Il visita des refuges pour sans-abri, des centres communautaires et des soupes populaires dans tout le South End, montrant une photo d'Olivia et décrivant les enfants qui l'avaient approchée. La plupart des pistes ne menèrent nulle part, mais Walter persista avec une détermination tranquille.
Le troisième jour, épuisé et découragé, il entra dans un petit centre communautaire du South End. Le bâtiment était usé mais bien entretenu, avec des dessins d'enfants décorant les murs et une odeur de repas communautaire flottant dans l'air. « Je cherche une femme âgée », expliqua Walter à la coordinatrice. Elle a 3 petits-fils, âgés d'environ 5, 7 et 9 ans. Les yeux de la coordinatrice se plissèrent, soupçonneux. « Pourquoi les cherchez-vous ? » ? La fille de mon employeur, elle est très malade. Ses enfants, d'une manière ou d'une autre, établissent un lien avec elle, et nous pensons qu'ils pourraient l'aider. Votre employeur serait-il Richard Coleman ? Lorsque Walter acquiesça, l'expression de la coordinatrice se durcit. Martha m'a raconté ce qui s'est passé. Cet homme a humilié ces garçons en public. S'il vous plaît, dit doucement Walter. La petite fille va de plus en plus mal. Elle ne mange plus, ne répond à personne. Monsieur Coleman est désespéré. Avant que la coordinatrice ne puisse répondre, une voix s'éleva derrière eux. Alors, le puissant Richard Coleman a besoin de notre aide, maintenant. Walter se tourna pour trouver une femme âgée qui l'observait avec des yeux vifs et intelligents. Malgré ses vêtements usés, elle se tenait avec une dignité indéniable. Madame Martha, dit Walter, la reconnaissant du parc. Oui. Monsieur Coleman m'a envoyé vous trouver, vous et vos petits-fils. Martha croisa les bras. D'abord, il nous traite comme des déchets, maintenant il veut notre aide. Le culot de cet homme. Ce n'est pas pour lui, répondit Walter. C'est pour sa fille. Elle est très malade. Une petite tête apparut derrière les jupes de Martha. C'était l'aîné des garçons, Tyler. Est-ce que la fille qui ne parle pas est malade ? Demanda-t-il, son jeune visage sérieux. Oui, confirma Walter. Elle va beaucoup plus mal depuis ce jour au parc. Tyler leva les yeux vers sa grand-mère. On devrait l'aider, grand-mère. Je peux lui apprendre à parler comme j'ai appris à Mason. L'expression de Martha s'adoucit en regardant son petit-fils. Puis elle se tourna de nouveau vers Walter, sa résolution faiblissant. Cet homme nous a traités comme si nous n'étions rien, dit-elle, mais le feu avait quitté sa voix. Je sais, reconnut Walter. Et je ne peux pas défendre son comportement. Mais je connais Monsieur Coleman depuis 20 ans. Il aime sa fille plus que tout au monde. C'est un père désespéré, rien de plus. Martha soupira profondément, étudiant le visage de Walter. Ce qu'elle y vit sembla la satisfaire. Les garçons, appela-t-elle. 2 autres petites silhouettes apparurent, Lucas avec son sac à dos, et le petit Mason serrant un ours en peluche usé. Nous allons rendre visite à la fille du parc. Elle ne se sent pas bien. Tyler hocha la tête solennellement. J'apporterai mon livre de son spéciaux. Alors que Walter les conduisait à la voiture qui attendait, Martha lui attrapa le bras. Je fais ça pour l'enfant, dit-elle fermement. Pas pour lui. Je comprends, répondit Walter en ouvrant la portière. Et Monsieur Coleman aussi. L'arrivée de Martha et de ses petits-fils au manoir Coleman créa une tension palpable. Richard se tenait dans le grand hall d'entrée, la posture raide et mal à l'aise, tandis que Walter escortait les visiteurs à l'intérieur. Le contraste était saisissant, le luxe opulent des lieux face à l'apparence usée mais digne de Martha et aux vêtements propres mais manifestement de seconde main des garçons. Madame Martha, Richard hocha la tête formellement, incapable de la regarder directement dans les yeux. Merci d'être venu. La réponse de Martha fut fraîche mais civile. Nous sommes ici pour l'enfant, Monsieur Coleman. Tyler regardait autour de lui avec une curiosité non dissimulée, tandis que Lucas serrait fort son sac à dos. Le petit Mason tenait simplement la main de sa grand-mère, les yeux écarquillés devant la splendeur qui les entourait. Par ici, dit Richard en les conduisant à l'étage. Le couloir menant à la chambre d'Olivia semblait interminable. Richard s'arrêta devant sa porte, la main sur la poignée. Pendant un instant, la vulnérabilité fissura sa façade composée. Elle n'a répondu à personne depuis des semaines, avertit-il doucement. S'il vous plaît, ne soyez pas déçus si... Il ne put finir sa phrase. L'expression de Martha s'adoucit légèrement à cette entrevue du père inquiet sous l'homme d'affaires arrogant. À l'intérieur, Olivia était allongée contre ses oreillers, le visage tourné vers la fenêtre. Une infirmière tentait de la persuader de manger, sans succès. Olivia, appela doucement Richard. Il y a des amis ici pour te voir. Aucune réponse. L'infirmière secoua tristement la tête et mit de côté la nourriture intacte. Tyler s'avança avec assurance, apparemment imperturbable par l'équipement médical entourant le lit. « Rebonjour » dit-il vivement.
Tu te souviens de nous, du parc? Rien. Le cœur de Richard se serra. Lucas s'approcha ensuite, ouvrant son sac à dos et disposant ses cartes de communication artisanale sur le lit. J'ai apporté mes cartes spéciales, expliqua-t-il en les étalant. Regarde, celle-ci veut dire heureux. Toujours aucune réaction d'Olivia. Puis Mason, le plus petit, se dirigea vers le chevet du lit. Sans hésitation ni instruction, il prit simplement la main inerte d'Olivia dans sa petite menotte. « Salut » murmura-t-il, sa voix douce mais claire. « Je suis Mason. » Pendant plusieurs battements de cœur, rien ne se passa. Richard était sur le point de suggérer qu'il réessaie un autre jour quand il le remarqua, le plus léger mouvement de la tête d'Olivia, se détournant de la fenêtre vers Mason. Tyler s'approcha immédiatement, émettant les sons simples qu'il avait créés pour son jeune frère des années auparavant. « Ah, oh » démontra-t-il en exagérant les mouvements de la bouche. À l'étonnement de tous, les yeux d'Olivia suivirent ces mouvements. Quand Mason offrit une cuillerée de la nourriture abandonnée, elle l'accepta sans résistance. « Essaie encore » encouragea Tyler en émettant un autre son. Les lèvres d'Olivia s'entr'ouvrirent légèrement et un faible bruit émergea, son premier son volontaire depuis des semaines. « Ah » réussit-elle, une tentative claire de dire Tyler. Richard chancela en arrière, s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. L'infirmière halta. Martha observait avec une satisfaction tranquille. « Elle nous aime bien » déclara simplement Mason, continuant de tenir la main d'Olivia comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Richard luttait pour comprendre ce dont il était témoin. En quelques minutes à peine, 3 enfants, sans formation médicale ni équipement coûteux, avaient atteint sa fille d'une manière que des équipes de spécialistes n'avaient pas réussi à faire pendant des semaines. À cet instant, en voyant les yeux de sa fille montrer de la reconnaissance pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Richard Coleman réalisa à quel point il s'était trompé et combien il avait encore à apprendre. Au cours des jours suivants, une transformation remarquable eut lieu au manoir Coleman. Richard proposa formellement que Martha et les garçons viennent quotidiennement, offrant son chauffeur pour les transporter et suggérant une compensation généreuse pour leur temps. « Je ne veux pas de votre argent » répondit fermement Martha. « Mais je ne refuserai pas aux enfants la chance d'aider cette petite fille. » Une nouvelle routine s'installa rapidement. Le calendrier médical rigide qui avait dominé la vie d'Olivia céda progressivement la place à des sessions interactives avec Tyler, Lucas et Mason. L'atmosphère stérile de sa chambre s'adoucit à mesure que les rires d'enfants et les conversations chuchotées remplaçaient le silence clinique. Tyler, avec son intuition extraordinaire pour la communication non verbale, développa un système personnalisé pour Olivia. Ses méthodes étaient peu conventionnelles mais efficaces, combinant sons, gestes et expressions faciales qui, d'une manière ou d'une autre, avaient un sens parfait pour la petite fille. « Il faut sentir les sons », expliqua-t-il à une orthophoniste déconcertée qui observait leur session. « C'est comme ça que j'ai appris à Mason quand il était petit. » Lucas, méthodique et soucieux du détail, créa des jeux et des outils simples à partir de matériaux ménagers, des tableaux de communication, des cartes illustrées et des objets tactiles qui stimulaient les sens d'Olivia. Son inventivité impressionna même Richard, qui se surprit à prendre des notes sur les approches intuitives du garçon. « Regardez, Monsieur Coleman » démontra fièrement Lucas. « J'ai fait ce tableau pour qu'elle puisse pointer ce qu'elle veut. Voyez, il y a des images de tout ce qui se trouve dans sa chambre. » Mais c'est Mason, le plus jeune, qui noua le lien le plus profond avec Olivia. Tous deux passaient des heures assis ensemble, se tenant la main, échangeant des regards qui semblaient contenir des conversations entières. La présence douce de Mason avait un effet calmant qu'aucun médicament n'avait jamais atteint. « Ils ont leur propre langage », observa Martha en regardant les 2 enfants interagir. « Parfois, les mots ne font qu'encombrer. » Richard observa ces sessions de loin au début, à la fois fasciné et humilié par l'aisance naturelle avec laquelle les enfants se connectaient avec sa fille. Les spécialistes coûteux qu'il avait engagés se tenaient en retrait, prenant des notes sur des méthodes qu'il n'aurait pu concevoir. Progressivement, Richard commença à participer, maladroitement au début, puis avec une confiance croissante. Il apprit le système sonore de Tyler, s'entraîna au jeu de Lucas et s'assit tranquillement avec Mason et Olivia, essayant de comprendre leur communication silencieuse. Le manoir lui-même semblait respirer à nouveau. Des portes qui étaient restées fermées pendant des années furent ouvertes, des pièces qui avaient été conservées comme des musées étaient maintenant remplies du bruit des pas d'enfants. Le personnel de cuisine, ravi du changement, préparait des friandises spéciales pour les sessions de l'après-midi.
Martha évoluait dans ce nouvel environnement avec une dignité tranquille, maintenant une distance respectueuse avec Richard tout en dirigeant habilement les activités des enfants. Son autorité naturelle et sa douce sagesse commandaient le respect de tous dans la maisonnée, y compris Richard lui-même. Un soir, alors que Martha préparait les garçons à partir, Richard s'approcha d'elle avec hésitation. « Ce sont des enfants remarquables, dit-il. Vous les avez bien élevés, malgré des circonstances difficiles. » Martha le regarda fixement. « Les enfants n'ont pas besoin de richesse pour s'épanouir, monsieur Coleman. Ils ont besoin d'amour, de limites et de quelqu'un qui croit en eux. » Je le vois maintenant, admit Richard. J'ai dépensé des millions pour essayer d'aider Olivia, mais rien n'a fonctionné comme ça. Il marqua une pause, luttant avec une humilité inhabituelle. Merci. L'expression de Martha s'adoucit légèrement. Ne me remerciez pas encore. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Alors que leur voiture s'éloignait, Richard se tint sur le pas de la porte, observant. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis le diagnostic d'Olivia, il ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. Un soir, près de 3 semaines après le début de leur nouvel arrangement, Richard se retrouva à partager le dîner avec Martha dans la plus petite salle à manger du manoir. Les enfants étaient dans la véranda avec Olivia, leur rire flottant dans le couloir. Richard fit tournoyer son vin, pensif, observant Martha de l'autre côté de la table. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez elle, une certaine façon de se tenir, la manière dont elle arrangeait ses couverts avec précision, son regard attentif qui semblait tout remarquer. « Vous me rappelez quelqu'un » dit-il brusquement. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Avant le parc, je veux dire. » Martha posa délicatement sa fourchette. « Je me demandais quand vous poseriez la question. »« Alors, nous nous sommes rencontrés. » Elle lissa sa serviette, choisissant ses mots avec soin. « Pas exactement, mais je connaissais bien votre famille. J'ai travaillé pour votre mère, Eleanor Coleman, pendant plus de 20 ans. » Richard faillit s'étouffer avec son vin. « Vous avez travaillé pour ma mère ? En tant que quoi ? » J'étais la gouvernante en chef du domaine Coleman à Cambridge. La voix de Martha était calme, factuelle. J'ai géré le personnel de maison de 1975 à 1995. L'esprit de Richard parcourut à toute vitesse les souvenirs d'enfance, essayant de situer cette femme dans son passé. 1995, c'est quand j'étais à l'université. Pourquoi êtes-vous parti ? Martha hésita. J'ai été renvoyée. Sans référence. Pour quelle raison ? Votre mère a découvert que votre frère, Alex, passait du temps avec mon fils, Edward. Ils étaient devenus amis, malgré les différences de position de nos familles. Les yeux de Martha contenaient une pointe de douleur ancienne. Eleanor ne jugeait pas approprié que son fils fréquente le garçon de la gouvernante. Richard se renversa sur sa chaise, abasourdi. Alex n'a jamais mentionné cela. Il ne l'aurait pas fait. Votre mère avait été très claire sur le fait que cette amitié était interdite. La voix de Martha resta neutre, mais ses mains se serrèrent fortement sur ses genoux. Nous étions partis en moins d'une journée. Une pensée terrible frappa Richard. Alexander ? Murmura-t-il. Est-ce qu'il était-il le père de... Non, l'interrompit fermement Martha. Édouard était leur père. Mon fils. Qu'est-il devenu ? Demanda Richard, redoutant la réponse. Édouard ne s'est jamais remis d'avoir été déraciné si soudainement. Il a grandi en colère, plein de ressentiment. La voix de Martha vacilla légèrement. Il s'est marié jeune, mais quand Anna est tombée enceinte de Tyler, il les a abandonnés. Le schéma s'est répété avec Lucas et Mason. Il va et vient dans leur vie, plus fantôme que père. Richard se sentit mal. Et Anna ? C'est une femme bien qui a eu une vie difficile. Elle m'a laissé les garçons temporairement pendant qu'elle essaie de s'établir à Providence. Je les élève depuis la naissance de Mason. Les implications submergèrent Richard comme une vague. Les actions de sa famille avaient déclenché une chaîne d'événements s'étendant sur des générations. La cruauté pleine de suffisance de sa mère avait façonné non seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants. Des enfants qui sauvaient maintenant sa fille. « J'ai failli faire la même chose », murmura Richard, horrifié. Dans le parc, j'étais en train de devenir ma mère. Martha le regarda fixement. « Oui, vous l'étiez. » Richard se recula de la table, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige commençait à tomber sur les jardins du domaine. « Je me souviens d'Édouard maintenant, dit-il doucement.
Grand, riant facilement. Alex l'adorait. Ils étaient comme des frères. C'est exact, confirma Martha. Jusqu'à ce qu'on ne leur permette plus de l'être. Je suis désolé, dit Richard en se retournant vers elle. Je ne peux pas défaire ce que ma famille a fait à la vôtre. Non, vous ne le pouvez pas, acquiesça Martha. Mais vous êtes à un carrefour, Richard Coleman. Vous pouvez continuer le cycle ou vous pouvez le briser. Richard pensa à Olivia, à quel point il avait failli détruire sa chance de connexion à cause de ses préjugés et de son orgueil. Il pensa à son frère Alex, mort depuis 5 ans maintenant, ne s'étant jamais réconcilié avec l'ami qui lui avait été arraché. « Je veux le briser », dit-il enfin, sa voix ferme d'une nouvelle résolution. « J'ai besoin de le briser. Pour Olivia. Pour nous tous. » Dans le silence qui suivit, des rires d'enfants flottèrent depuis la véranda, un son de joie pure qui avait été absent du manoir pendant bien trop longtemps. Un son qui défiait des décennies de tradition familiale Coleman et offrait la possibilité d'un avenir différent. La révélation sur le lien de Martha avec sa famille secoua Richard jusqu'au plus profond de son être. Cette nuit-là, il se retira dans son bureau, exhumant de vieux albums photos et des archives familiales qu'il n'avait pas examinées depuis des années. Dans un album poussiéreux, il la trouva, une photo de pique-nique d'été avec un Alexander adolescent riant à côté d'un grand garçon aux yeux déterminés de Martha. Edward. Le sommeil le fuyait alors que les souvenirs refaisaient surface. Combien la vie d'Edward aurait-elle pu être différente si sa mère n'était pas intervenue? Combien leur vie à tous aurait-elle pu être différente? Quand l'aube se leva, Richard sortit de son bureau, transformé. La transformation ne fut ni immédiate ni spectaculaire. Elle commença par de petits gestes. Il rejoignit la session matinale des enfants avec Olivia au lieu de passer en revue des rapports médicaux. Il interrogea Martha sur ses techniques plutôt que de consulter des spécialistes. Il faut se mettre à leur niveau, expliqua Martha alors que Richard s'abaissait maladroitement sur le tapis où Olivia et Mason étaient assis. Les enfants ne communiquent pas comme les adultes. Ils parlent par le jeu, par le toucher, par la présence. Richard se sentit ridicule au début, un magnate de la technologie de 48 ans assis en tailleur sur le sol, faisant des sons absurdes sous les encouragements de Tyler. Mais quand Olivia le regarda directement, le vit vraiment pour la première fois depuis des mois, sa gêne s'évanouit. « C'est ça, monsieur Coleman » s'exclama Rayla. « Elle se connecte avec vous maintenant. » L'empire corporatif qui avait consumé la vie de Richard pendant des décennies sembla soudain moins important. Il commença à déléguer des responsabilités, à annuler des réunions inutiles et à réorganiser son emploi du temps pour donner la priorité aux sessions de l'après-midi avec Olivia et les garçons. Son équipe de direction était déconcertée par le changement. Richard Coleman, célèbre pour ses semaines de travail de 60 heures et ses tactiques commerciales impitoyables, quittait maintenant le bureau à 15 heures chaque jour et parlait d'intelligence émotionnelle et de connexion authentique. Monsieur, à propos de la fusion de Singapour, s'aventura son directeur financier lors d'une réunion écourtée. Et alors? Demanda Richard en vérifiant sa montre. Nous pouvons négocier plus durement. Ils sont désespérés de conclure. Alors, offrez des conditions équitables, l'interrompit Richard. Je veux des partenaires, pas des victimes. Et je dois être à la maison pour 15 heures. Le changement s'étendit au-delà de ses pratiques commerciales. Richard commença à reconnaître le personnel du manoir par leur nom, s'enquérant de leur famille, remarquant leurs contributions. Walter, qui avait servi la famille pendant des décennies, fut particulièrement stupéfait lorsque Richard insista pour qu'il se joigne à eux pour le dîner un soir. « Vous aviez raison, Walter » admit Richard pendant le dessert. Les réponses sont effectivement venues d'endroits inattendus. Le changement le plus significatif, cependant, fut dans l'approche de Richard concernant les soins d'Olivia. L'équipement médical fut progressivement déplacé dans une pièce adjacente, le programme de thérapie rigoureux céda la place à une routine plus équilibrée qui intégrait le jeu, le repos et les interactions naturelles. Le docteur Reynolds observa ces changements avec une approbation discrète. « Vous voyez enfin votre fille, pas seulement sa condition », nota-t-elle lors d'une visite de suivi. J'essayais de la réparer, avoua Richard. Mais elle n'avait pas besoin d'être réparée. Alors qu'Olivia commençait à former plus de sons et à répondre au système de communication développé par Tyler, Richard se surprit à douter de chaque supposition qu'il avait jamais eue. Sa richesse, son statut, son pouvoir, rien de tout cela n'avait aidé sa fille. Au lieu de cela,
Il avait fallu 3 enfants issus des marges de la société pour lui montrer à quoi ressemblait une véritable connexion. Un soir, alors que Richard regardait Mason et Olivia dessiner ensemble, Martha le rejoignit près de la fenêtre. « Vous êtes différents » observa-t-elle. « J'essaie de l'être » répondit-il. « J'ai passé des années à devenir exactement ce que ma mère voulait, froid, efficace, couronné de succès. Je ne l'ai jamais remis en question. Jusqu'à maintenant. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, dit Martha. Regardez Olivia. Il y a un mois, elle était inaccessible. Maintenant, elle dessine avec Mason et apprend le système sonore de Tyler. Grâce à votre famille, reconnut Richard. Les personnes même que ma mère aurait tenues à distance. Martha l'étudia pensivement. Peut-être que c'est la leçon dans tout cela. Les barrières que nous créons richesse, statut, éducation, elles ne nous protègent pas, elles nous isolent. Dehors, la neige continuait de tomber sur le soir bostonien, recouvrant les jardins manucurés d'une couverture blanche qui ne faisait aucune distinction entre les plantes ornementales coûteuses et les mauvaises herbes communes. À l'intérieur, les rires d'enfants, de tous les enfants, remplissaient les couloirs autrefois silencieux du manoir Coleman. Richard Coleman, qui avait passé sa vie à construire des murs, se retrouvait maintenant à les démolir, une brique à la fois. Le rythme paisible qui s'était installé au manoir Coleman fut brisé un matin frais lorsque Walter se précipita dans le bureau de Richard, son calme habituel visiblement ébranlé. « Monsieur, il y a une situation à l'entrée. Une femme exige de voir les enfants. Elle prétend être leur mère. » Richard sentit son estomac se nouer. « Anna. » Dans le hall d'entrée, Martha se tenait raidement à côté d'une femme plus jeune aux yeux fatigués et à la mâchoire déterminée de Tyler. Malgré ses vêtements usés, Anna se tenait avec une dignité indéniable. « Où sont mes enfants » demanda-t-elle dès que Richard apparut. « Ils sont en haut avec ma fille » répondit Richard d'un ton égal. « Martha, peut-être devriez-vous »« Je ne vais nulle part » dit fermement Martha. « Anna, nous devons discuter de cela calmement. » « Calmement » La voix d'Anna monta. « Mes enfants viennent dans le manoir d'un étranger depuis des semaines sans que je le sache. J'ai dû l'apprendre par un voisin à Providence. » Richard s'avança. « C'est Mademoiselle Parker » corrigea-t-elle sèchement. « Mademoiselle Parker, je comprends votre inquiétude. Vos enfants ont aidé ma fille, qui souffre d'une maladie neurologique rare. Ils ont fait des progrès remarquables avec elle. » L'expression d'Anna ne s'adoucit pas. « Peu m'importe s'ils lui ont appris à voler. Ce sont mes enfants, et personne ne m'a demandé ma permission. » Avant que Richard ne puisse répondre, le bruit de pas précipités résonna dans l'escalier. « Maman » appela Tyler en se jetant dans les bras d'Anna. Lucas et Mason suivirent de près, leurs visages illuminés de surprise et de joie. La réunion désamorça momentanément la tension alors qu'Anna étreignait ses fils, les examinant avec l'œil attentif d'une mère qui avait connu trop d'épreuves. « On a aidé la fille qui ne parle pas » expliqua Mason avec enthousiasme. « Elle peut dire mon nom maintenant. » Anna regarda ses enfants, puis Richard, son expression partagée. « C'est bien, mon chéri. Mais nous devons rentrer à la maison maintenant. » La panique traversa les visages des garçons. « Mais maman, » protesta Tyler, « Olivia a besoin de nous. Elle va mieux. »« J'ai enfin un emploi stable et un appartement à Providence, » expliqua Anna, sa voix s'adoucissant. « Je suis venu vous ramener à la maison. Pour de bon, cette fois. » Les implications frappèrent tout le monde en même temps. Martha s'agrippa à la rampe pour se soutenir. Richard sentit une terreur glacée s'installer dans sa poitrine. Les enfants semblaient dévastés. De l'étage, un son aigu et angoissé se fit entendre. Olivia, sentant la perturbation de sa nouvelle stabilité. « Elle sait que quelque chose ne va pas » murmura Lucas. Richard prit une décision en une fraction de seconde qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Au lieu d'user de son pouvoir et de son influence pour contrôler la situation, il choisit l'honnêteté. « Mademoiselle Parker, » dit-il, « vos enfants sont devenus essentiels à la guérison de ma fille. Je ne peux pas prétendre le contraire. Mais je comprends aussi qu'ils appartiennent à leur mère. » Il prit une profonde inspiration. « Seriez-vous prête à discuter d'un compromis ?» Les yeux d'Anna se plissèrent de suspicion. « Quel genre de compromis ?»« Mon entreprise a des bureaux à Providence. Nous avons toujours besoin de personnes intelligentes et capables. » Il fit un geste vers le salon. « Peut-être pourrions-nous discuter d'opportunités d'emploi qui vous permettraient d'être avec vos enfants pendant qu'ils continuent d'aider Olivia. » Anna hésita,
clairement tiraillée entre la méfiance envers cet étranger fortuné et l'opportunité qu'il représentait. « Je n'accepte pas la charité, dit-elle fermement. « Ce n'est pas de la charité, rétorqua Richard. Vos enfants ont un don qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Ils ont fait plus pour Olivia que des équipes de spécialistes. Je vous offre un échange équitable, votre expertise contre la leur. » Martha s'avança, posant une main douce sur le bras d'Anna. « S'il te plaît, écoute-le, ma chère. Pour les garçons. » En haut, la détresse d'Olivia s'intensifia. Mason s'éclipsa du groupe, montant les escaliers avec une concentration déterminée. « Je dois l'aider, » expliqua-t-il simplement lorsque sa mère l'appela. À cet instant, en voyant son plus jeune fils répondre aux besoins d'un autre enfant avec une compassion aussi instinctive, la résistance d'Anna commença à s'adoucir. « Bien, dit-elle finalement. Nous allons parler. Mais je ne fais aucune promesse. » Alors qu'il se dirigeait vers le salon, Richard aperçut Mason en haut de l'escalier, conduisant une Olivia tremblante par la main. Les yeux de la petite fille étaient écarquillés de peur, mais ses doigts étaient fermement entrelacés avec ceux de Mason. Une connexion qui transcendait les mots, la richesse et l'histoire compliquée de leur famille. Le délicat nouvel équilibre au manoir Coleman n'avait que 3 semaines à peine lorsque Richard reçut l'appel qui plongea une fois de plus son monde soigneusement reconstruit dans la tourmente. « Richard, c'est Miranda. Je suis à l'aéroport de Logan. » La voix de son ex-femme, avec son accent britannique net, provoqua un choc dans le système de Richard. Miranda Coleman avait quitté leur famille 5 ans auparavant, incapable de faire face au diagnostic d'Olivia et à l'approche obsessionnelle de Richard concernant les soins de leur fille. Elle était retournée dans son Londres natal, ne maintenant que le contact le plus sommaire depuis. « Miranda, réussit-il à dire en serrant fort le téléphone. « Pourquoi es-tu ici ? » « Le docteur Reynolds m'a appelé, répondit-elle. Elle a dit qu'Olivia avait fait des progrès extraordinaires. Je devais voir par moi-même. Richard jeta un coup d'œil vers la véranda où Olivia était assise avec les 3 garçons et Anna, qui avait accepté un poste de responsable de la sensibilisation communautaire pour le bureau de providence de Coleman Technologies. La famille s'était installée dans le cottage des invités sur le domaine 2 semaines plus tôt, un arrangement qui profitait à tout le monde. « Les choses sont différentes maintenant, » avertit Richard. « Très différentes. »« C'est ce que j'ai cru comprendre, » répondit Miranda. « Enverras-tu une voiture ou dois-je prendre un taxi ?» Quand Miranda arriva, sa présence sembla remplir le manoir d'une tension familière. À 45 ans, elle restait séduisante, grande et mince, avec les cheveux dorés et les traits délicats d'Olivia. Elle traversa le hall d'entrée avec l'assurance de quelqu'un qui avait autrefois revendiqué cet espace comme sien. « Tu as changé les choses, » observa-t-elle, remarquant les dessins d'enfants maintenant exposés à côté de peintures de valeur inestimable. « Oui, » reconnut simplement Richard. Leurs retrouvailles furent maladroites, chargées d'accusations et de regrets tacites. Mais lorsque Miranda vit Olivia pour la première fois dans la véranda, entourée de ses nouveaux amis, le calme étudié qu'elle avait maintenu se fissura visiblement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, regardant sa fille rire alors que Tyler exécutait une pantomime élaborée. Elle interagit vraiment. Richard se tenait à côté de son ex-femme, incertain s'il devait se sentir fier des progrès d'Olivia ou sur la défensive concernant l'absence de 5 ans de Miranda. « Tyler, Lucas et Mason ont fait ce que tous nos spécialistes n'ont pu faire, » dit-il doucement. Ils l'ont atteinte. Miranda s'approcha prudemment, s'agenouillant au bord du cercle des enfants. « Bonjour Olivia, » dit-elle doucement. « Te souviens-tu de moi ? C'est maman. » La pièce devint silencieuse. Tyler, Lucas et Mason observaient avec une curiosité solennelle. Anna se tendit, protectrice à la fois de ses enfants et d'Olivia, avec qui elle avait noué son propre lien. Depuis l'embrasure de la porte, Martha observait la scène avec des yeux sages et vigilants. Olivia étudia le visage de Miranda pendant un long moment, puis, utilisant le tableau de communication que Lucas avait conçu, elle pointa délibérément d'abord l'image d'une femme, puis une image d'une maison, et enfin un point d'interrogation. « Elle demande si tu restes », traduisit Lucas, serviable. La simple question portait le poids d'années d'abandon. Le sang-froid de Miranda céda complètement alors que les larmes emplissaient ses yeux. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-elle honnêtement. « J'aimerais bien. Pour un moment. » Ce soir-là, après le dîner, la famille Parker étant retournée à son cottage, Richard et Miranda s'assirent l'un en face de l'autre à la table où ils avaient autrefois présidé en tant que mari et femme. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda finalement Richard,
la question qui le brûlait depuis 5 ans. Miranda posa sa fourchette, rencontrant son regard directement. Parce que je ne pouvais pas supporter ce que nous devenions. Tu étais obsédé par le fait de réparer Olivia, de trouver le traitement parfait, le spécialiste parfait. Et moi? Elle hésita, j'étais faible. Je ne pouvais pas affronter une vie entière à regarder notre fille lutter. Je me disais qu'elle t'avait, toi, que tu déplacerais des montagnes pour elle. J'ai essayé, mais Richard. J'ai échoué de façon spectaculaire. Jusqu'à ce que 3 enfants sans abri me montrent ce dont Olivia avait réellement besoin. Miranda l'étudia avec des yeux neufs. Tu as changé. Il le fallait, répondit-il simplement. Et maintenant? Demanda-t-elle. Où allons-nous à partir d'ici? C'était une question compliquée, sans réponse facile. Le retour de Miranda ajoutait encore une couche de complexité au foyer déjà peu conventionnel. Sa présence à la fois déstabilisait et complétait quelque chose dans la vie de leur fille, une pièce manquante restaurée, aussi timidement soit-elle. Au fil des jours, Miranda observa la dynamique qui s'était développée en son absence. Elle regarda la confiance croissante d'Anna alors qu'elle équilibrait la maternité avec son nouveau rôle professionnel. Elle nota l'autorité tranquille de Martha qui, d'une manière ou d'une autre, maintenait leur famille désespérée unie. Et elle fut témoin du lien remarquable entre Olivia et les 3 garçons qui avaient brisé son isolement. C'est extraordinaire, confia Miranda à Richard un soir alors qu'il regardait les enfants depuis la terrasse. Cette famille hétéroclite que tu as créée. Ce n'est rien de ce que nous avions prévu, mais ça fonctionne. Richard hocha la tête. J'ai appris que parfois, les meilleures familles ne sont pas celles que nous planifions. Ce sont celles que nous trouvons. Les jours qui suivirent le retour de Miranda apportèrent une tapisserie complexe d'émotions au manoir Coleman. Ce qui aurait pu devenir une lutte acharnée pour l'affection d'Olivia évolua plutôt vers quelque chose d'inattendu, une alliance timide entre 2 femmes qui avaient traversé des douleurs de nature très différentes. Je suis parti parce que je ne pouvais pas y faire face, confessa Miranda à Anna un après-midi alors qu'elle regardait les enfants dans le jardin. Quel genre de mère cela fait-il de moi? Anna réfléchit à cela, son expression pensive plutôt que critique. La parentalité nous brise tous de différentes manières, dit-elle finalement. J'ai aussi commis ma part d'erreur. Cette simple reconnaissance, l'humanité partagée sous leurs circonstances radicalement différentes, forma la base d'une amitié improbable. Miranda, avec sa sophistication londonienne polissée, et Anna, avec sa résilience durement acquise, trouvèrent un terrain d'entente dans leur amour pour leurs enfants et leur désir de guérir des familles fracturées. Miranda décida de louer une petite maison près du domaine, lui permettant d'être présente dans la vie d'Olivia tout en maintenant des limites saines avec Richard. Leur mariage était irréparable, tous 2 le reconnaissaient, mais ils pouvaient forger un nouveau type de partenariat, entièrement axé sur le bien-être de leur fille. Je pense rester à Boston de façon permanente, dit Miranda à Richard alors qu'il passait en revue les progrès d'Olivia avec le docteur Reynolds. J'ai déjà trop manqué. Richard hocha la tête, surpris par l'absence de ressentiment qu'il ressentait. Olivia aimerait ça. Nous tous. Pendant ce temps, Anna s'épanouissait dans son nouveau poste. Des années de gestion de crise avec des ressources limitées avaient affûté ses compétences en résolution de problèmes et son empathie, des qualités qui la rendaient exceptionnellement efficace dans la sensibilisation communautaire. La réputation de Coleman Technologies commença à changer à Providence, passant d'une entité corporative distante à un partenaire communautaire engagé. Vous avez un talent naturel pour ce travail, observa Richard lors d'un examen de sa première initiative communautaire, un programme d'accès à la technologie pour les quartiers défavorisés. La pauvreté vous apprend à voir ce dont les gens ont réellement besoin, pas ce que les autres pensent qu'ils devraient avoir, répondit Anna. Martha resta le centre stable de cette constellation en évolution, guidant les 2 familles avec une sagesse tranquille. Elle se déplaçait entre le manoir et le cottage des invités avec aisance, maintenant les traditions tout en embrassant les changements nécessaires. Ces décennies d'expérience dans la gestion d'une maisonnée la servaient bien alors qu'elle aidait à équilibrer les dynamiques complexes de leur famille recomposée. Les enfants s'adaptèrent avec une résilience remarquable. Tyler, Lucas et Mason traitaient le domaine comme une extension de leur terrain de jeu, se sentant aussi à l'aise dans le cottage des invités avec Anna que dans le manoir avec Olivia. Ils acceptèrent la présence de Miranda avec la curiosité directe des enfants, l'intégrant à leur jeu et système de communication sans poser de questions. Olivia elle-même continuait de progresser, ajoutant chaque semaine de nouveaux sons et gestes à son répertoire.
Le tableau de communication que Lucas avait créé s'étendit pour inclure des dizaines de concepts. Elle commença à exprimer des préférences, des émotions et même de simples blagues. Un soir, alors que la famille élargie se réunissait pour le dîner, une nouvelle tradition hebdomadaire, Olivia arrangea soigneusement ses cartes de communication sur la table. Tout le monde attendit patiemment qu'elle les sélectionne et les dispose en séquence, heureuse. Famille. Ici, la simple déclaration fit monter les larmes aux yeux de plus d'une personne autour de la table. Martha tendit la main pour serrer celle d'Olivia. « Oui, ma chérie. La famille est ici. » Plus tard cette nuit-là, Richard se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les lumières du cottage des invités où Anna aidait probablement les garçons avec leurs devoirs. Dans l'appartement du jardin, Miranda s'installerait avec son thé du soir. Ici, dans le manoir, Martha lisait une histoire à Olivia avant de dormir. Famille. Le mot avait autrefois signifié quelque chose de spécifique pour Richard, une lignée convenable, un sang respectable, un reflet de statut et de réussite. La définition d'Eleanor Coleman, qu'il avait absorbée sans poser de questions. Maintenant, cela signifiait quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose de plus désordonné, de plus compliqué, et d'infiniment plus précieux. Un rassemblement de personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, dont les différences se complétaient plutôt que de les diviser. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Walter. « Monsieur, j'ai pensé que vous voudriez savoir. Mademoiselle Olivia a demandé sa mère avant de se coucher ce soir. » Les deux. Richard haussa un sourcil. « Les deux ? » ?»« Oui, monsieur. » Elle a pointé Madame Miranda sur son tableau, puis Madame Anna. Elle semblait assez insistante pour que toutes les deux viennent lui dire bonne nuit. Richard sourit, imaginant la scène, son ex-femme britannique distinguée et la jeune mère résiliente de Providence, toutes deux assises sur le bord du lit de sa fille, unies dans leurs soins pour un enfant qui avait découvert que l'amour n'était pas limité aux frontières conventionnelles. « Merci, Walter, dit-il doucement. Pour tout. » Un courriel inattendu arriva dans la boîte de réception de Richard un mardi matin. Le nom de l'expéditeur, Dr Heinrich Vogel, directeur de l'Institut de recherche neurocognitive de Zurich, ne lui dit rien au début, mais l'objet du message fit battre son cœur, possibilité de traitement révolutionnaire pour Olivia Coleman. Richard hésita avant de l'ouvrir, son doigt planant au-dessus de la souris. 6 mois plus tôt, il aurait cliqué immédiatement, désespéré de trouver une solution médicale. Maintenant, il se sentait étrangement réticent. Le courriel était détaillé et professionnel. Le docteur Vogel avait entendu parler du cas d'Olivia par des canaux médicaux, peut-être par l'un des nombreux spécialistes que Richard avait consultés au fil des ans. L'Institut de Zurich avait développé une procédure neurochirurgicale révolutionnaire qui montrait des promesses extraordinaires pour les enfants atteints de conditions similaires à celles d'Olivia. Les premiers résultats des essais indiquent un taux de réussite de 78% dans la restauration des schémas de parole normaux, indiquait le courriel. Nous pensons qu'Olivia serait une candidate idéale. Richard lut le courriel 3 fois avant d'appeler le docteur Reynolds. J'ai entendu parler du travail de Vogel, confirma-t-elle après avoir examiné les informations. C'est de la neurosimulation de pointe combinée à une thérapie régénérative ciblée. Théoriquement solide, mais encore expérimentale. Et les risques ? Demanda Richard, une question qu'il n'aurait peut-être pas pris la peine de poser des mois plus tôt. Significatif, répondit honnêtement le docteur Reynolds. Toute chirurgie cérébrale comporte des risques, et avec les procédures expérimentales, il y a toujours des facteurs inconnus. Richard la remercia et resta assis en silence après avoir raccroché. Il se surprit à penser non pas aux statistiques médicales, mais au visage d'Olivia ce matin-là, alors qu'elle travaillait avec Tyler sur de nouveaux sons, sa concentration et sa détermination évidentes dans chaque tentative. Ce soir-là, il partagea le courriel avec Miranda lors de leur discussion de coparentalité désormais régulière. Une chirurgie ? Le visage de Miranda pâlit. En Suisse ? Les taux de réussite semblent prometteurs, dit Richard, avec cependant moins d'enthousiasme qu'il n'en aurait montré autrefois. Cela pourrait potentiellement restaurer complètement sa parole. Miranda l'étudia avec curiosité. Il y a 6 mois, tu l'aurais déjà mise dans un avion. Qu'est-ce qui a changé ? La question donna à Richard matière à réflexion. Tout, admit finalement. Je ne suis plus sûr que réparer sa parole soit encore le but. Elle communique maintenant, à sa manière, avec l'aide des garçons. Mais si elle pouvait parler normalement, Miranda laissa la phrase en suspens.
Serait-elle plus heureuse? Plus elle-même? Richard secoua la tête. Je ne sais plus. Ils convinrent d'en discuter avec Martha et Anna, dont les perspectives étaient devenues inestimables. La conversation s'élargit pour inclure le docteur Reynolds et l'équipe thérapeutique d'Olivia. Les avis étaient partagés, les professionnels de la santé favorisant généralement l'opportunité, tandis que Martha exprimait sa prudence. Elle fait des progrès constants avec les méthodes que nous utilisons actuellement, souligna Martha. Cela vaut-il le risque d'une intervention chirurgicale? À la surprise de Richard, Tyler demanda à se joindre à la discussion après avoir entendu les adultes parler. « Essayez-vous de faire parler Olivia comme tout le monde ?» demanda directement le garçon de 9 ans. Richard hocha la tête. « Il y a un médecin qui pourrait l'aider à parler normalement. » Tyler réfléchit à cela avec une gravité remarquable pour son âge. « Mais et si elle ne veut pas parler comme tout le monde? Et si elle aime son langage spécial? » « Nous ne savons pas ce qu'elle veut, » dit doucement Miranda. « Lui avez-vous demandé? » contesta Tyler. Les adultes échangèrent des regards coupables. Ils ne l'avaient pas fait. Utilisant le système de communication élargi qui avait été développé au cours des derniers mois, ils expliquèrent soigneusement la situation à Olivia. Elle écouta attentivement, ses yeux passant des adultes aux autres pendant qu'ils parlaient. Lorsqu'on lui demanda si elle voulait essayer le nouveau traitement, Olivia ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda Mason, qui observait tranquillement depuis le coin. Le garçon de 5 ans vint s'asseoir à côté d'elle, prenant sa main dans un geste familier de soutien. Finalement, Olivia pointa plusieurs images sur son tableau en séquence, peur. Docteur. Coupé. Tête. Puis, avec plus d'espoir, ami. Aider. Moi. Parler. Déjà. La simplicité et la clarté de sa réponse frappèrent profondément Richard. Sa fille comprenait plus que ce que quiconque lui avait accordé. Elle reconnaissait à la fois l'opportunité et le risque, et elle avait fait son choix en se basant non pas sur des possibilités médicales, mais sur la connexion humaine. Plus tard dans la soirée, alors que Richard rédigeait un refus poli mais ferme au Dr Vogel, il réfléchit à la manière dont ses valeurs s'étaient complètement transformées. 6 mois plus tôt, il aurait poursuivi n'importe quelle solution médicale, quel que soit le risque, dans sa quête désespérée pour rendre Olivia normale. Maintenant, il comprenait que normal était une norme dénuée de sens, et que le bonheur et le sentiment de sécurité de sa fille étaient les seuls critères qui comptaient vraiment. Lorsque le docteur Vogel répondit par un suivi insistant, « C'est peut-être sa seule opportunité pour une vie normale », la réponse de Richard fut brève mais résolue, « Ma fille mène déjà une vie extraordinaire, entourée de personnes qui l'aiment et la comprennent exactement telle qu'elle est. Nous déclinons respectueusement l'invitation. » L'invitation à rencontrer l'équipe médicale suisse arriva par coursier, formelle, impressionnante et impossible à ignorer. Le docteur Heinrich Vogel et ses associés seraient à Boston pour une conférence médicale et demandaient une consultation personnelle concernant Olivia. Richard partagea l'invitation avec Miranda lors de leur café de coparentalité hebdomadaire. « Ils sont persistants », observa Miranda en étudiant le papier à en-tête gaufré. « Je suppose que c'est une bonne qualité chez les chirurgiens. » « Ils croient en leur travail, » répondit Richard, comme je croyais autrefois en chaque nouveau traitement qui se présentait. La réunion fut programmée dans une salle de conférence privée à l'hôpital général du Massachusetts. Richard arriva avec Miranda, le docteur Reynolds, sur son insistance, Martha. L'équipe suisse se composait du docteur Vogel, un homme grand et distingué aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants, accompagné de 2 jeunes collègues dont les références étaient tout aussi impressionnantes. Monsieur et Madame Coleman, les salua formellement le docteur Vogel. « Merci de nous rencontrer. Nous avons examiné l'historique médical complet d'Olivia et nous sommes plus convaincus que jamais qu'elle est une candidate idéale pour notre procédure. » Ce qui suivit fut une présentation détaillée, scanners cérébraux, voies neurologiques, taux de réussite des essais préliminaires. La science était convaincante, la présentation impeccable. Richard écouta attentivement, posant des questions précises sur la méthodologie et les résultats. La procédure implique une neurostimulation ciblée des centres de la parole, expliqua le docteur Vogel en indiquant des zones sur un modèle cérébral numérique, combiné à notre thérapie régénérative brevetée. Nous avons observé des résultats remarquables dans la restauration des schémas de parole normaux. Et les risques ? Demanda directement Martha. Le sourire du docteur Vogel se crispa légèrement. Toutes les procédures chirurgicales comportent certains risques, bien sûr, mais notre technique est minimalement invasive et les avantages potentiels l'emportent de loin.
Spécifiquement, interrompit Richard, quels sont les risques? Le plus jeune neurologue s'avança. Il y a un faible risque d'infection, comme pour toute intervention chirurgicale. Plus pertinent pour vos préoccupations serait le risque de 4% d'affecter d'autres fonctions cognitives pendant la procédure. Dans de rares cas, moins de 2%, les patients ont connu une altération de la personnalité ou de la régulation émotionnelle. Un lourd silence suivit cet aveu. Altération de la personnalité, répéta lentement Miranda. Extrêmement rare, les assura le docteur Vogel. Et cela doit être mis en balance avec l'énorme avantage de capacité de parole normale. Pensez à la façon dont la vie d'Olivia changerait, université, carrière, indépendance. Richard jeta un coup d'œil à Martha, dont l'expression restait soigneusement neutre. Il y a 6 mois, ces mots auraient été exactement ce qu'il voulait entendre. La promesse de normalité pour sa fille aurait éclipsé tout risque. Monsieur Coleman, poursuivit le docteur Vogel, sentant clairement une hésitation, c'est peut-être la seule opportunité pour Olivia d'avoir une vie normale. Notre financement de recherche est limité et nous ne pouvons accepter qu'un petit nombre de candidats. Si vous refusez, nous devrons passer à la famille suivante sur notre liste. Richard se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur les jardins de l'hôpital. En bas, des patients en fauteuil roulant profitaient du soleil printanier, certains accompagnés de visiteurs, d'autres de chiens de thérapie. Docteur Vogel, dit-il finalement en se retournant vers la pièce, j'apprécie que votre équipe soit venue de si loin, mais nous devons décliner votre offre. Le médecin suisse cligna des yeux, surpris. Monsieur Coleman, peut-être ne comprenez-vous pas pleinement l'opportunité. Je comprends parfaitement, interrompit Richard avec une douceur inattendue. Il y a 6 mois, j'aurais signé tous les formulaires de consentement que vous m'auriez présentés. J'aurais payé n'importe quelle somme, pris n'importe quel risque, si cela signifiait rendre ma fille normale. Il retourna à la table, sa décision se raffermissant à chaque mot. Olivia progresse remarquablement avec son système de soutien actuel. Elle communique efficacement par de multiples canaux, langue des signes, tableau d'images et un vocabulaire croissant de sons. Plus important encore, elle est heureuse. Mais elle pourrait avoir une vie normale, insista le docteur Vogel. Qui définit ce qui est normal ? Demanda Richard, la question sincère plutôt que conflictuelle. Ma fille a une famille qui l'aime inconditionnellement. Elle apprend à communiquer d'une manière qui fonctionne pour elle. Elle a des liens significatifs avec d'autres enfants. À tous égards qui comptent vraiment, sa vie est déjà extraordinaire. Le docteur Reynolds hocha la tête en signe d'approbation discrète. Martha tendit la main pour serrer brièvement celle de Richard. Les yeux de Miranda brillèrent de larmes inattendues. La médecine devrait servir les gens tels qu'ils sont, poursuivit Richard, et non tenter de les remodeler selon une norme arbitraire de normalité. J'ai appris cette leçon à la dure. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, le docteur Vogel fit une dernière tentative. Vous prenez une décision émotionnelle plutôt que logique. Richard sourit. Oui, acquiesça-t-il simplement. Et c'est le plus grand progrès que j'ai fait en tant que père d'Olivia. Dehors, à l'hôpital, Martha passa son bras sous celui de Richard alors qu'il marchait vers la voiture qui attendait. Le fils d'Eleanor Coleman n'aurait jamais pris cette décision, observa-t-elle doucement. Non, acquiesça Richard. Il ne l'aurait pas fait. Le rejet définitif de la procédure suisse marqua plus qu'une décision médicale, il représenta la rupture complète de Richard avec les valeurs qui avaient façonné sa vie pendant des décennies. L'obsession des apparences, du statut et de la conformité qu'il avait hérité de sa mère avait finalement perdu son emprise sur lui. À sa place se trouvait quelque chose de beaucoup moins glamour mais d'infiniment plus précieux, la sagesse d'accepter sa fille exactement telle qu'elle était et le courage de défendre son droit d'être elle-même dans un monde qui exigeait trop souvent la conformité. 1 an plus tard, le manoir Coleman était transformé. L'aile médicale stérile avait été convertie en une école inclusive et dynamique pour les enfants ayant des besoins de communication divers. Là où dominait autrefois un équipement médical froid, des stations d'apprentissage colorées et des technologies adaptatives remplissaient désormais l'espace. Les jardins, autrefois entretenus à la perfection, comportaient désormais des équipements de jeux accessibles et des sentiers sensoriels conçus avec la contribution des enfants eux-mêmes. Dans le hall principal, une célébration était en cours. La première présentation de fin d'année de l'Académie de communication Coleman allait commencer, et les familles remplissaient les sièges, certaines fortunées, d'autres issues de milieux modestes, toutes unies par leur lien avec des enfants qui communiquaient différemment.
Richard se tenait près du fond, observant avec une fierté tranquille. Ses responsabilités d'entreprise avaient été considérablement réduites au cours de l'année écoulée, des cadres de confiance gérant les opérations quotidiennes tandis qu'il se concentrait sur l'école. Le titan de la technologie qui mesurait autrefois le succès en marge bénéficiaire et part de marché trouvait désormais son épanouissement dans les petites victoires d'enfants trouvant leur voie, quelle que soit la forme que prenaient ces voix. Anna se déplaçait avec assurance dans la foule, saluant les parents et dirigeant les bénévoles. En tant que directrice de la Fondation Coleman pour la communication assistée, elle avait canalisé ses capacités naturelles de leadership dans le développement de technologies basées sur les méthodes intuitives créées par ses fils. Son travail avait déjà aidé des dizaines de familles au-delà de leur cercle immédiat. Martha supervisait le programme résidentiel qui fournissait un logement aux familles qui ne pouvaient autrement accéder à l'éducation spécialisée offerte à l'académie. Ses décennies d'expérience dans la gestion de la maisonnée Coleman l'avaient parfaitement préparée à créer un environnement chaleureux et favorable pour des enfants d'horizons divers. Miranda partageait son temps entre Londres et Boston, maintenant sa carrière tout en restant activement impliquée dans la vie d'Olivia. La relation de coparentalité qu'elle et Richard avaient développée servait de modèle à d'autres familles de l'école, démontrant que la séparation ne signifiait pas nécessairement la division. Alors que les lumières s'estompaient, Walter, désormais coordinateur des transports de l'école, guida les derniers invités à leur siège. Le public se tut alors que le premier groupe d'élèves montait sur scène pour leur présentation. Richard sentit un serrement familier dans sa gorge alors qu'Olivia s'avançait, flanquée de Tyler, Lucas et Mason. À 8 ans, elle se tenait grande et confiante, un contraste frappant avec l'enfant renfermé qu'elle avait été un an plus tôt. Tyler, maintenant âgé de 10 ans, restait son partenaire de communication indéfectible. Lucas, 8 ans, continuait de concevoir des outils créatifs pour combler les lacunes de communication. Mason, 6 ans, lui tenait toujours la main avec cette connexion simple et puissante qui avait initialement brisé son isolement. Utilisant une combinaison de signes, de cartes illustrées et de mots parlés, les 4 enfants présentèrent leur projet de fin d'année, une histoire sur l'amitié qui transcendait les barrières. Quand vint le tour d'Olivia, le public retint son souffle. Avec un effort clair mais une détermination indéniable, elle forma les mots qui avaient autrefois semblé impossibles. « Merci, Tyler. Lucas. Mason. Vous m'avez donné une voix. » La simplicité et la vérité profonde de sa déclaration firent monter les larmes aux yeux dans tout l'auditoire. Martha joignit les mains dans une joie discrète, Anna rayonnait de fierté maternelle, Miranda essuya ses larmes, et Richard, l'homme qui avait autrefois cru que l'argent et le pouvoir pouvaient résoudre n'importe quel problème, comprit enfin la véritable signification de la richesse. Après la présentation, alors que les familles se mêlaient et célébraient, Richard se retrouva dans le jardin avec Martha, regardant les enfants jouer sur l'équipement qui avait remplacé les rosiers primés de sa mère. Eleanor serait horrifiée, observa-t-il avec un petit sourire. Peut-être, acquiesça Martha, ou peut-être aurait-elle appris, comme vous. Richard secoua la tête. Certaines personnes ne changent jamais. Vous si, lui rappela doucement Martha. Le voyage depuis ce jour fatidique à Boston Common jusqu'à ce moment avait transformé non seulement un manoir, mais toute une vision du monde. Là où Richard avait autrefois vu une déficience dans la différence de sa fille, il reconnaissait maintenant les dons uniques qu'elle apportait à leur vie. Là où il avait autrefois valorisé le statut et la conformité, il chérissait désormais l'authenticité et la connexion. Alors que la soirée se terminait, la famille Coleman élargie, Richard et Miranda, Anna et ses garçons, Martha, et beaucoup d'autres qui avaient rejoint leur cercle peu conventionnel, se rassembla pour une photo de groupe sur les marches du manoir. « Dites famille », appela le photographe. Le mot résonna à travers le rassemblement, certains parlant clairement, d'autres signant, certains utilisant des appareils de communication, d'autres émettant des sons uniques qui signifiaient la même chose. Famille, connexion, appartenance. Et la voix d'Olivia, dans sa propre forme parfaite et durement acquise, rejoignit le cœur.